Tout d'abord, traversons le parc de Versailles pour nous rendre au Grand Trianon pour voir l'exposition Soierie impériale pour Versailles, collection du mobilier national. En 1802, Napoléon passe à Lyon et prend conscience que toute la région est profondément sinistrée économiquement suite à la Révolution. Il prend immédiatement des mesures et passe différentes commandes jusqu'à celle de 1810 pour le château de Versailles. La chambre de commerce sélectionne alors 28 soyeux et la fabrication commence. 80 kilomètres de soieries vont ainsi sortir des métiers à tisser pour arriver à Paris entre 1812 et 1813, en pleine campagne de Russie, et qui aujourd'hui fait l'objet de la très belle exposition Les soieries impériales pour Versailles, collection du mobilier national au Grand Trianon jusqu'au 23 juin 2024. Un magnifique parcours qui commence avec le modèle réduit de métier à tisser à mécanique fait par Joseph-Marie Jacquard, qui grâce à sa carte perforée simplifie le tissage. Napoléon souhaite redonner à la France la première place aux arts décoratifs et favorise la créativité et les évolutions techniques, notamment avec Gabriel Dutilleux, inventeur du régulateur favorisant le dessin, les teintures, qui évoluent avec Jean-Louis Roard, directeur de l'atelier de teinture au Gobelin, qui les perfectionne, et Jean-Michel Raymond, directeur d'une école de chimie à Lyon, qui invente le bleu de Prusse et écrit un règlement garantissant la solidité des teintes en corps naturel et qui vont ouvrir ainsi la voie aux teintures chimiques. En effet, on peut voir les premiers essais non concluants de bandes de soie teintées après leur exposition à la lumière. Elles étaient munies d'un cache contre celle-ci pour en protéger une partie et voir la décoloration des parties non cachées. Ce qui a valu un procès au tisserand Camille Pernon, mais nous verrons cela dans la suite du parcours. Dès 1804, mais surtout en 1806, Napoléon, alors empereur, envisage de réintégrer le palais de Versailles, devenu un musée de la peinture française depuis 1797. On peut voir dans l'exposition quelques dessins sur les changements architecturaux que ces architectes, Jacques Gondouin et Pierre-François Léonard Fontaine,
prévoyait d'effectuer tant pour l'extérieur que pour le remaniement des espaces intérieurs du château. Pour cela, il prévoit de commander à 12 fabricants des tissus pour le palais de Versailles, mais le traité de Tilsit, en 1807, met la commande en attente, sauf celle de la salle du trône, qui revient au seul Camille Pernon, et qui livrera 113 mètres de tissu représentant les emblèmes impériaux, l'aigle, le chiffre N, la foudre et la croix de la Légion d'honneur. En 1811, ces tissus seront affectés à la salle du Conseil des ministres. L'empereur hésita sur ces changements et la campagne de Russie finit d'enterrer le projet. Seuls sont restés les tissus qui furent entreposés au garde-meuble, qui devint par la suite le mobilier national, et conservés dans un état exceptionnel. Ce sont ces pièces de tissu que nous pouvons admirer aujourd'hui. Seules quelques pièces furent utilisées par Louis XVIII. Au fil de l'exposition, nous pouvons découvrir tout le processus de fabrication, de la commande à la réception du travail fini, avec, au fur et à mesure, toutes les étapes par différents dessins, documents, pièces d'étoffe. On découvre que rien n'est laissé au hasard, du cahier de commande au cahier de dessin préparatoire pour les accords des décideurs, aux différents dessins et esquisses colorés, à l'essai des teintures, au tissage et enfin à la commande finale. Et l'on constate que pour la fabrication de tous ces trésors de décors, de nombreux corps de métier et d'ouvriers spécialisés étaient employés. L'exposition met en avant l'art du tissage, et surtout et principalement 2 entreprises et 3 fabricants de tissus. D'abord Camille Pernon, puis ceux qui rachetèrent sa société lors du procès, les frères Grant, qui étaient d'ailleurs des collaborateurs à Pernon, et l'entreprise Bissardon, Cousin et Bonny, créée pour honorer les commandes impériales de 1810. Explorons d'abord Camille Pernon, qui n'est pas un inconnu en 1802, et unanimement reconnu pour son savoir-faire. En effet, il fut l'un des soyeux qui travailla pour la reine Marie-Antoinette et le roi Louis XVI, avec les dessinateurs Rognard, Philippe Lassalle et Jean-François Bonny, entre autres. Il donna aussi l'opportunité à Joseph-Marie Jacquard d'essayer son système dans ses ateliers. Il exécuta les commandes importantes pour l'empereur jusqu'en 1806, mais suite à un procès pour un problème de changement de coloris sur des soieries à cause de la lumière, il dut céder son entreprise. Il gagna son procès, mais ne le sut jamais car il mourut avant, en décembre 1808. En effet, la faute en revenait à la teinture et non au tissage. Nous pouvons voir dans l'exposition plusieurs de ses créations pour les grands appartements du château de Versailles. Les frères Grant, qui ont acquis la société au 1er janvier 1808, continuèrent à honorer les commandes de premier plan, tant pour Saint-Cloud, Fontainebleau, Meudon et les Tuileries. En 1811, ils livrèrent 500 mètres uniquement pour le château de Versailles, notamment pour la salle du trône, qui devait être à ce moment-là décorée de velours rouge cramoisi orné de bordures brodées d'or, et les pièces réservées à l'empereur et à l'impératrice. L'entreprise continua à travailler jusqu'en 1870, date de cession aux familles Tassinari et Châtel, dont le nom existe toujours actuellement. Mais pour la petite histoire, sous Louis XVIII, ils reçurent une commande d'appiècement pour les pièces de la salle du trône, où les emblèmes impériaux furent remplacés par des rosaces et des doubles cornes d'abondance. Regardons plusieurs de leurs compositions avant de passer à quelques autres soyeux qui travaillèrent pour les différents châteaux et principalement pour la commande de 1810. On trouve Sérissia et compagnie, avec une stylisation plus géométrique, ou Lacosta et compagnie, ou encore Cordelier et Lamire, dont on peut apprécier les tissages par différents exemples. Tous honorèrent des commandes de moindre importance pour les princes, princesses, ministres et officiers, mais dont leur savoir-faire était unanimement reconnu.
Mais la lumière dans cette exposition est surtout mise sur le dessinateur Jean-François Bonny, qui possédait de multiples talents, dessinateur, brodeur, fabricant d'étoffes. Il apprit le dessin à l'école gratuite de Lyon et se spécialisa dans l'exécution des fleurs. Issu du goût du XVIIIe siècle et ayant honoré des commandes pour Louis XVI et Marie-Antoinette, il apporta dans les commandes pour l'empereur et l'impératrice une inventivité, une subtile sensualité faite de poésie, de douceur et de beauté, avec des fleurs et des couleurs de rose, de mauve et de violacé, si chères à Marie-Antoinette. Il fourmillait d'idées et on peut voir ici dans l'exposition un carnet de dessin pour le projet de Saint-Cloud que Napoléon Ier avait passé à Camille Pernon. En effet, il travailla tout d'abord pour Desforges, puis ensuite pour Pernon, avant de s'associer avec André Bissardon en 1808-1809 pour la commande du palais de Meudon, et celle vestimentaire pour l'impératrice Marie-Louise, qui, rappelons-le, était la petite nièce de Marie-Antoinette. Il fonde à nouveau une entreprise qui devient Bissardon, Cousin et Bonny pour la commande de 1811 pour le château de Versailles. Ensemble, ils exécutent les tissus pour les pièces dédiées à l'empereur et à l'impératrice. La désastreuse campagne de Russie mit fin à l'Empire et un terme au projet de réhabilitation du château de Versailles, et la société Bissardon, Cousin et Bonny ferma fin 1815. Quant au domaine de Trianon, Napoléon Ier l'appréciait beaucoup et le considérait comme une maison de printemps, et fit redécorer le Grand Trianon, dont on peut voir encore aujourd'hui le mobilier. Quant au Petit Trianon, une première restauration fut faite pour la jeune sœur de l'empereur, Pauline Borghese, qui ne resta seulement qu'un printemps. Joséphine ensuite en fit refaire la décoration, notamment celle de sa chambre, aménagée comme une tente de soie bleue, avec des broderies dorées, ainsi qu'un plafond de soie blanche. Elle n'y vint jamais, car elle divorça en décembre 1809, et c'est l'impératrice Marie-Louise qui l'occupa. Après la chute de l'Empire, le décor se détériora. La reine Marie-Amélie de Bourbon-Sicile, femme de Louis-Philippe, revint à Trianon. Aussi, l'administration de Louis-Philippe retira la décoration faite pour Joséphine, dont il ne reste aujourd'hui que le vestige du plafond de la chambre à coucher que l'on peut voir dans l'exposition. Pour finir, le hameau qui servait de promenade à la famille impériale fut décoré avec moins d'ostentation, avec des étoffes moins riches, comme de la toile de Jouy. Pour la grande salle du Seigneur, il fut décoré de taffetas peint, un procédé inventé par Vaugelet, procédé qu'il avait breveté. La visite ainsi prend fin, mais vous pouvez la continuer par de petits appartements où l'on peut voir comment étaient utilisés les tissus sur les murs, sur les meubles, tels que les sièges, fauteuils, lits, canapés, etc. Une magnifique exposition qui met en avant le savoir-faire des soyeux de Lyon, qui sont toujours pour certains en activité, donnant ainsi ses lettres de noblesse à la France en matière d'art décoratif. Une exposition où il faut prendre son temps, regarder avec beaucoup d'attention pour tous les amoureux de patrimoine et d'histoire de France, mais aussi pour toutes les personnes qui dessinent, brodent, cousent, car elles trouveront 1000 détails, 1000 idées tout aussi inspirantes et ainsi pourront développer tout leur côté créatif. L'exposition Soirée impériale pour Versailles, collection du mobilier national, au Grand Trianon, jusqu'au 23 juin 2024. Nous voilà arrivés à la fin de notre visite de l'exposition Soirée impériale pour Versailles, collection du mobilier national, et je vous invite à retourner vers la sortie
en visitant les jardins de Versailles. Merci d'avoir regardé cette vidéo.